temps, c'est impossible et déraisonnable de tout couvrir dans une communication. Donc pour ma part, j'ai choisi de centrer mon propos sur acte et langage, laisser de côté l'inconscient, même si, on verra, c'est pas tout à fait sans rapport. Et j'ai également choisi de laisser de côté la figure de Husserl pour cet exposé, nous en parlons moi, et je vais plutôt me situer sur le versant du langage qui est présent aussi dans le workshop à travers toute une série d'exposés sur Wittgenstein. Pour ma part, je centrerai mon propos plutôt sur Austin et je vais revenir sur le concept d'intention tel que l'analyse du langage, tel qu'on la trouve chez Austin, nous permet en un sens d'en raffiner la phénoménologie. Il me semble évidemment qu'un des appuis fondamentaux de l'analyse proposée par Austin, c'est la mise en évidence de dimensions de conventionnalité qu'on n'aurait pas toujours soupçonnées. Et c'est de mettre en évidence l'existence de toutes sortes de niveaux de format de convention dans l'activité linguistique. Ce qui constitue en particulier un acte de langage comme tel, ce grand acquis de l'analyse austinienne, ce n'est pas une intention, mais du point de vue d'Austin, c'est tout un faisceau de conventions qui détermine sa procédure, bien sûr, mais qui détermine aussi son efficacité, en tant qu'efficacité normative. En vérité, si on se place du point de vue de cette efficacité normative, qui paraît être un trait essentiel des actes de langage en général, il semble très dangereux de faire reposer des actes de langage sur une simple intention. L'effectivité de la norme semblerait alors dépendre d'un fait privé, à savoir la présence ou non de la dite intention dans l'esprit du locuteur. C'est la fameuse envolée qu'on trouve dans le plan Dire c'est faire, sur un ton presque moralisateur, lorsque Austin nous dit que cette représentation qui fait dépendre des actes de langage des intentions dans l'esprit du locuteur, je cite, fournit à Hippolyte une échappatoire, au bigame une excuse pour son oui, et au bookmaker marron une défense pour son je n'ai. Fin de citation. À cette conception qui rabat l'acte de parole sur un acte mental d'essence privée, le philosophe britannique a opposé la publicité d'un acte effectué dans le monde selon des règles publiques d'effectuation. Je peux n'avoir aucune envie de promettre et pourtant de fait promettre. Le fait que mon cœur ne prête pas serment, pour parodier Hippolyte Euripide, ne retire pas un iota à mon serment. Là où ma langue a prêté serment, j'ai tout simplement prêté serment. Cela, quel que puisse être par ailleurs mes états d'âme. Cette publicité fondamentale de l'acte de langage, pourtant, est-ce celle d'une pure extériorité, au sens d'une extériorité qui se définirait comme extériorité par le fait que je n'y serais pas, une extériorité qui se définirait par mon absence. Quelles sont les conditions pour que ma langue prête serment? Suffit-il donc que ma langue remue? Est-ce que l'essence du serment réside dans la simple agitation de ma langue? Supposons que, comme dans le film de Woody Allen, Le sortilège du scorpion de Jade, ma conduite soit déterminée par un mot de contrôle. Parce que quelqu'un dit quelque chose, j'agis d'une certaine façon. Alors, est-ce qu'il suffirait que ma langue promette pour que j'ai promis? Il paraît raisonnable de dire que, en l'occurrence, ma langue n'aurait rien promis du tout. Là où mon attitude et ma parole seraient sous contrôle, intégralement sous contrôle, il semblerait qu'une des conditions minimales pour la promesse ait disparu. En d'autres termes, le fait qu'on ne puisse faire dépendre la promesse de la présence ou de l'absence d'une intention ne veut pas dire pour autant qu'il soit possible de donner un sens à l'idée d'une promesse inintentionnelle, c'est-à-dire, j'entends par là, effectuée en dehors de toute intention de faire une promesse. Pour la question que je voudrais essayer d'esquisser dans cette intervention, quelle place faudra-t-il accorder en définitive aux intentions dans une perspective philosophique qui pourtant semble en minimiser le rôle, à savoir dans l'approche présentée par Austin sur le terrain de la philosophie du langage. La première remarque à faire est que les intentions apparaissent de fait
à un certain niveau dans la caractérisation formelle des actes de langage telle qu'Austin la propose. La condition formulée en gamma 1 dans son analyse inclut une référence explicite aux intentions. Je cite, dans GCFR, lorsque la procédure, comme il arrive souvent, la procédure c'est un type d'acte de langage, suppose chez ceux qui recourent à cette procédure certains sentiments, certaines pensées ou certaines intentions, il faut alors que la personne qui prend part à la procédure, et par là l'invoque, ait en fait ses pensées, ses sentiments ou ses intentions. Et l'exemple typique, ce serait précisément celui de la promesse. Loin que celle-ci puisse comme telle s'entendre indépendamment de toute intention, de fait, elle en requiert une. Ça fait partie de sa logique, qui est cette exigence, cette demande d'intention. Ce qui veut dire qu'un univers où il n'y aurait pas d'intention, si on adopte une ontologie dans laquelle il n'y a pas de place pour l'intention, serait un univers également sans promesse. La notion même de promesse, qui a son sens, mais ne serait pas possible. Cependant, quel est le statut accordé ici aux intentions? Il faut remarquer qu'elles interviennent, pour ainsi dire, en aval, et non pas en amont de l'acte de langage. On le sait, Austin distingue deux grands types de conditions sur les actes de langage. Deux types dont la diversité est représentée dans sa nomenclature par l'emploi d'un côté de caractères latins, A et B, et de l'autre côté de caractères grecs, les conditions de style gamma. Les premiers types de conditions sont constitutives, au sens où elles déterminent pour l'acte la possibilité d'être l'acte qu'il est. Si elles ne sont pas remplies en un sens ou en un autre, l'acte est nul et non annulé. C'est-à-dire qu'il n'est que l'ébauche, la parodie de l'acte qu'il prétend être. Les conditions pour un tel acte ne sont alors, de fait, tout simplement pas réunies. En revanche, les conditions de type gamma supposent que l'acte soit d'ores et déjà recevable comme l'acte qu'il est, que l'acte soit constitué comme tel. Ce qu'elle détermine, c'est si, compte tenu de la normativité propre à ce type d'acte, ce qui suppose qu'on est déjà ce type d'acte, l'acte en question peut être caractérisé comme honnête ou malhonnête.